Mesdames, Messieurs, bonjour, assalamu alaikum. Nous sommes à 100 jours de la CAN 2025 au Maroc. Pour en parler, le Soleil Digital accueille des invités de marque, dont Alassane Ndour, ancien international sénégalais. Alassane Ndour, bonjour. Bonjour Boubacar. Et pour en parler aussi, il y a Pape Lamine Ndour, journaliste, membre de l'Association nationale de la presse sportive. Pape Lamine, bonjour. Oui, bonjour Omar, bonjour également à Alsan, bonjour à Moussa, bonjour à tous les internautes de Soleil Digital. Et pour conclure, ce plateau est aussi animé par Moussa Diop, qui est journaliste mais en même temps directeur de la rédaction du Soleil Digital. Mais avant de parler de la CAN, retour sur le match Sénégal-RDC, les Lions sont allés récolter une victoire importante à Kinshasa, 3-2 après avoir été menés 2-0. Alassane, vous qui avez participé à beaucoup de matchs ici en Afrique, quels ont été selon vous les ingrédients de cette remontada? Déjà, bonjour à tous mes co-débatteurs. Bonjour à la régie. Je pense que les ingrédients de ce match, le premier ingrédient, moi je dirais, c'est la résilience. Parce qu'aujourd'hui, c'était un match très compliqué, c'était un match difficile. Un match où il fallait se concentrer, il fallait faire abstraction à tout ce qui se passe autour du match, c'est-à-dire cette pression, ces intimidations, ce jeu d'intimidation que les Congolais ont commencé depuis longtemps pour essayer de nous faire peur. Je pense que ça n'a pas marché vu que nos joueurs sont aujourd'hui des joueurs confirmés au niveau mondial. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui disputent de grands matchs dans leurs clubs respectifs. Donc je pense que la pression était plus vers eux que chez nous. Donc je pense que ça a été les clés, les ingrédients pour avoir été au Congo et prendre les 3 points. Mais sur le plan tactique, est-ce qu'on peut dire que ce match-là a démontré que le sélectionneur Pape Thiaw a désormais gagné ses galons de tacticien? Bon, c'est un entraîneur, il est là pour ça déjà, donc je pense que ce n'est pas un hasard qu'il soit là. Moi, personnellement, j'ai toujours prôné pour qu'il soit conduit au sein à la tête de cette sélection, parce qu'il a quand même eu à faire ses preuves lors du CHAN en remportant la coupe. Je pense que c'était une bonne chose de le conduire. Maintenant, il est en train de progresser. Je ne vais pas lui porter la poisse en le traitant de tacticien comme on le faisait auparavant avec les autres coachs. Il est en train de faire son bonhomme de chemin. Il est en train d'apprendre aujourd'hui le métier de sélectionneur, parce que c'est un métier. Être entraîneur, cela ne veut pas dire être sélectionneur. Donc il a un métier très très difficile. Il est en train d'apprendre très vite. Il est en train de faire de très bons résultats. Donc sur ce match-là, je dirais c'est un coaching gagnant sur le résultat. Après, il y a beaucoup de choses à parfaire. Hein. Donc moi-même, j'ai eu du mal à comprendre certains choix, comme le choix de Pape Matar Sarr qui a été sur le banc. Je n'avais pas compris ce choix-là, même si on peut appeler ça un coaching gagnant, parce qu'il met Pape Matar Sarr au bon moment, et c'est lui qui nous donne la victoire. Donc on va le féliciter, mais il a encore beaucoup de choses à parfaire au sein de cette équipe-là. Alassane, vous avez évoqué tout à l'heure le choix de Pape Matar Sarr de le mettre sur le banc. Est-ce qu'il y a eu d'autres choix qui vous ont interrogé? Non, mis à part ça, je pense qu'après l'équipe... La titularisation de Jackson, par exemple, qui n'avait pas encore joué? Bon, moi, je peux essayer de comprendre ça, parce que bon, je n'ai pas été dans le groupe pour voir la forme du joueur et puis le système auquel l'entraîneur voudrait mettre en place. Je pense que Jackson, c'est plus un système de profondeur, pour la prise de profondeur, pour essayer d'étirer les lignes, sachant que leur défense, c'est une défense qui n'est pas compétitive, comme on dit, parce que y a un joueur parmi eux qui est le capitaine, qui n'a pas joué depuis presque 1 an, donc qui manque de compétition. Donc je pense qu'il fallait déjà déclencher le pressing sur lui, parce que Jackson, c'est un bon presseur, comme on dit. Et puis en même temps, Jackson utilise beaucoup les espaces. Donc je pense que c'était plus à ce niveau-là qu'on avait choisi Jackson à la place de Boulaye, qui avait fait un bon match. Je
trouve que le premier match, Boulaye a beaucoup décroché, a beaucoup participé dans le jeu. Mais Jackson, je pense, c'était plus pour étirer les lignes, pour essayer de fatiguer, user la défense adverse. Je pense que ça a été bien fait. Ça lui a même valu le but parce qu'il a été un peu altruiste. Donc Sadio a beaucoup, comme on dit, Sadio lui a offert ses espaces en faisant déjouer la défense. Et puis Jackson a utilisé les brèches que Sadio a provoqué. Je pense que ça a été un bon choix. Et puis c'est bien pour lui parce qu'il marque son deuxième but en sélection. Il a été beaucoup critiqué. Bon, je ne vais pas dire qu'il débloque sa situation, mais il marque son deuxième but. Je pense que c'est quelque chose de très bien pour lui, personnellement. D'un jour à un autre, Lamine, Alassane vient d'évoquer quelques points par rapport à cette sélection et puis sa vision également, son regard d'observateur. Vous, quel est votre regard sur cette victoire significative et importante du Sénégal en République démocratique du Congo? Je pense que cette victoire-là est acquise au métier parce qu'il ne faut pas oublier également que cette équipe nationale-là, tous les joueurs qui la composent ont pratiquement 30, 40, 50 sélections, d'autres ont même 100 sélections. Ils connaissent l'atmosphère qui entoure un peu les stades africains. Et dès qu'on a fait le tirage, tout le monde savait que dans un groupe, il y a forcément des favoris et des outsiders. Et quand on a fait le tirage, tout le monde savait que les deux favoris étaient la RDC et le Sénégal. C'est vrai qu'on a trébuché au match aller, on a fait un match nul, 1-1, un but qu'on a encaissé très tard, 83e ou 84e minute. Et pendant ce temps, beaucoup de données statistiques ont changé dans le groupe. La RDC était revenue devant avec un point derrière le Sénégal et que souvent les gens assimilaient ce match-là à une finale. Je n'étais pas du tout d'accord par rapport à cette appellation finale. C'était un match qui était capital mais n'était pas décisif. Parce que tout simplement, il nous restait 2 matchs à jouer encore. Et tout le monde sait que le football est entouré d'incertitudes. Il y a le Soudan, on l'a battu ici au Sénégal. Et le Soudan était la seule sélection qui a battu la RD Congo avant sa défaite contre le Sénégal. Donc, on peut même trébucher sur les 2 rencontres qui restent. Donc, rien n'est encore fait. Mais je pense que ce groupe-là a du vécu. Et ce vécu leur a permis de renverser un peu la tendance parce que tout simplement, à 2-0, le Sénégal est une sélection qui n'est jamais en position de retard de but. Souvent, on mène au score et on maintient le score. Et j'ai bien aimé la réaction de cette sélection parce que tout simplement, on n'était pas dans cette configuration de surmonter 2 buts de retard. Et aujourd'hui, on a vu que le métier a permis à ces joueurs-là de faire douter les Congolais avant d'aller à la pause. Parce que le but de Pape Gueye a un peu douché les ardeurs des Congolais parce que tout simplement, ils étaient inexistants. Ils ont eu 2 actions de réalisme qu'ils ont mis dedans. Mais quand tu vois la physionomie du match, la RD Congo n'était pas dangereuse du tout. La possession était du Sénégal, les tirs cadrés étaient du Sénégal parce qu'on a 4 tirs cadrés en première période sur les 7 frappes qu'on a tentées. Donc, le Sénégal avait la maîtrise de son sujet. Il ne restait que les buts et ils l'ont fait très tôt avant d'aller à la pause. Et le but de Jackson a carrément glacé le stade des martyrs. Et les Congolais ont commencé à paniquer et à se perdre dans leurs fondamentaux parce que c'était important. On les a poussés à la faute. Et ils sont tombés dans le pied du Sénégal, ce qui nous a permis de mettre le but du break. Quand tu vois même la construction du but du break, c'est venu sur les côtés. Il y a Idrissa Gana Gueye qui fait le pressing, qui récupère, qui donne sur Sabali. Sabali qui accélère dans un couloir quasiment vide. Parce que déjà, la défense congolaise était aux abois. Donc quand Sabali accélérait, il y avait personne sur lui pour le stopper. C'est pour cela qu'il a eu le temps de marquer le temps, de lever la tête et de faire le centre juste. Pape Matar Sarr n'avait pas du tout besoin de contrôler, c'était le plat du pied et c'était carrément des buts ouverts. Je pense que ce Sénégal-là a du vécu et il faut saluer également l'audace de Pape Thiaw. Et je pense que déjà, quand tu vois ces statistiques, c'est 10 matchs, 19 buts marqués. Donc, on commence à voir un Pape Thiaw qui façonne une équipe qui est portée vers l'offensive et c'est important.
quand tu veux gagner des matchs, il faut marquer des buts. Quand tu marques des buts, tu es souvent devant. Et je vois que Pape, il a l'audace, il a la vision offensive de son équipe. Et je pense que ça augure de bonnes choses en direction de la CAN. Pape Lamine, vous suivez l'équipe nationale depuis plusieurs années maintenant. Vous avez aussi couvert beaucoup de CAN. Aujourd'hui, au regard des 2 matchs contre le Soudan et contre la RDC, quels sont selon vous les joueurs qui ont marqué des points, les grands gagnants de cette trêve de septembre-là? Bon, dans une équipe, Omar, tu sais, il y a forcément des titulaires et des remplaçants. Ça, c'est 1 + 1 = 2. Mais dans cette équipe nationale du Sénégal, il faut savoir quand tu sors, par exemple, la ligne défensive où les valeurs ne sont pas sensiblement égales, parce que quand tu sors Kalidou Koulibaly, peut-être tu as un Abdou Diallo qui peut le suppléer, ou les Moussa Niakate. À part nos défenseurs centraux et les jeunes qui commencent à pousser, Abdoulaye Seck, il n'est même pas jeune, hein, il est là depuis 2011, depuis du temps de Giresse, Amara Traoré après Giresse, tu vois. Mais à part la ligne défensive où il n'y a pas de pendants qui sont vraiment fiables, je dirais fiables, hein, fiables. Le milieu de terrain, on a des joueurs qui sont à valeur égale. Quand tu sors par Matassar, tu peux fermer les yeux et lancer, comment ça s'appelle, Habib Diallo, tu ne perds pas au change. Quand tu sors, par exemple, Pape Gueye et lancer un Pathé 6 par rapport au jeu long, jeu alterné, long, court, parce que c'est 2 joueurs qui ont ce même profil-là, qui peuvent faire des jeux longs, des jeux courts, tu ne perds pas au change. Quand tu sors un Idrissa Gana Gueye pour amener un autre tampon, par exemple, de la trempe de Habib Diarra pour le faire reculer, tu ne perds pas au change. Donc, on a un milieu de terrain où les joueurs sont à valeur sensible. En attaque également, Sadio, c'est Sadio. Parce qu'à lui seul, il peut fixer une défense. Et quand tu as un joueur de cette trempe qui peut te fixer une défense, déjà, 2 joueurs qui sont au marquage sur lui, la défense est en infériorité numérique. Parce que la défense, elle est composée de combien de joueurs? De 4 joueurs. Quand 2 joueurs prennent au marquage Sadio, la défense est en infériorité numérique, c'est 2 joueurs qui restent. Et c'est un joueur qui aspire également ses adversaires. Et quand il aspire ses adversaires, il libère des espaces pour les autres. C'est là où je rejoins Alsan par rapport à Jackson. Jackson a beaucoup profité de Sadio Mané, le fait qu'il aspire les défenseurs congolais. C'est pour cela que Jackson était très mobile pour s'intercaler entre les lignes. Et c'était important. Sadio Mané, c'est un joueur qui a cette dimension-là. Quand tu sors Jackson, tu amènes Boulaïdia, c'est des joueurs qui sont sensiblement égaux. Donc, Chérif Ndiaye également, qui n'a pas encore ce vécu-là, mais par rapport à ce qu'il a montré contre, je pense, contre le Togo, le match qu'on a disputé ici, son entrée en jeu, la percussion qu'il a amenée, le tonus qu'il a amené au niveau de l'attaque, je pense que c'est une équipe qui a une bonne alchimie et un bon équilibre entre les lignes. Alassane, Pape Lamine, dans son argumentaire, a parlé de la défense. Vous qui êtes ancien défenseur central, est-ce qu'après 10 ans de carrière en équipe nationale de Kalidou Koulibaly, qui commence aujourd'hui à montrer certaines lacunes, et sachant qu'à ses côtés, les joueurs sont souvent blessés comme Moussa Niakate ou encore Abdou Diallo, est-il temps, selon vous, de donner leur chance aux jeunes qui montent comme Moustapha Mbou ou encore Abdoulaye Niakate Ndiaye, ou même d'aller chercher certains binationaux qui pourraient apporter de la plus-value comme Mamadou Sarr de Strasbourg ou encore Malik Thiaw de Newcastle? Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que Kalidou quand même reste l'un des plus compétitifs dans cette équipe. Hein. Et quand il a été aux Émirats, tout le monde disait qu'il allait manquer de rythme. Moi, je ne le trouve pas. Je ne vois pas des lacunes d'avoir manqué de rythme. Bon, sur le but, il arrive un peu en retard, ce qui peut arriver. Mais je ne le trouve pas. Et puis sur le but même, je peux dire même qu'en tant que... Bon, je n'ai pas été défenseur, j'étais milieu de terrain, j'ai beaucoup dépanné en défense, mais j'ai été formé milieu de terrain. Mais moi, je suis sûr que c'est... pourquoi il ne va pas au sol, pourquoi il ne fait pas un tac, c'est par rapport à la pelouse synthétique. Voilà, parce que c'est des choses qui nous façonnent. Donc à un moment donné, on essaie de s'adapter. Mais je suis sûr que si c'était sur un gazon, c'est le champion des tacles glissés. Donc même avec son retard, il peut quand même déclencher un tacle si la pelouse elle est bien mouillée, donc pour rattraper son retard.
Après, on va mettre ça sur le coup du synthétique. Après, je trouve qu'il est quand même il est quand même bon défensivement, Kalilou. Sur le but, bon, c'est quand même une action extraordinaire de Boucambou qui le dribble avec sa roulette pour mettre le but. Je trouve que Kalilou, quand même, c'est quand même quelqu'un qui est très utile dans cette équipe. Forcément, il ne va pas être éternel. Il faut commencer à voir la transition générationnelle qui est en train de se faire petit à petit. Donc il y a des jeunes qui sont en train de toquer à la porte. Il y a Niakhaté, il y a d'autres binationaux certainement qui vont arriver. Il y a aussi le jeune qui a rejoint le Séni. Voilà, donc Séni Yaye. Bon, c'est pas encore la rampe de Kalilou, mais petit à petit, je pense que la transition va se faire seule, mais on a encore besoin quand même de notre Kalilou, hein, qui marque et en même temps qui nous donne 2 passes décisives en 2 matchs. Je pense que son bilan est plus que satisfaisant. Depuis cette victoire assez significative en République démocratique du Congo, on n'arrête pas de tresser des lauriers à Pape Thiaw, à juste raison d'ailleurs, parce que moi personnellement, je pense que si Pape Thiaw a sur son extrait de naissance la date du 5 février 1981, né à Dakar, moi je pense que sur le plan du coaching, en tout cas, il avait fait des merveilles lors du CHAN, notamment cette victoire gagnée face à l'Algérie devant son public au stade Nelson Mandela, il y a de cela 1 an et quelques. Mais si on doit retenir une autre date de naissance de Pape Thiaw, on dira qu'il est né en République démocratique du Congo et à Kinshasa. Maintenant, par rapport à cela, c'est laurier qu'on est en train de lui tresser. C'est vrai qu'il les mérite, mais est-ce qu'on ne peut pas s'interroger et chercher la petite bête et être l'avocat du diable en disant la gestion qu'il a eue par rapport à Idrissa Gana Gueye, qui a joué contre le Soudan et qui n'a pas joué contre le Soudan et qui a joué contre la République démocratique du Congo. Par rapport à son âge, par rapport à d'autres éléments, peut-être que la concurrence n'est pas la même, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir la même réflexion avec Kalidou Koulibaly, vu son manque de rythme, parce qu'à un moment donné, ce manque de rythme-là, il est revenu. Moi, je pense que ces 2 faits combinés, ça peut être l'âge, et on a beau dire que le championnat saoudien est à niveau, mais je pense qu'il est en deçà de certains championnats européens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pouvait avoir cette même réflexion avec Kalidou Koulibaly et le laisser sur le banc contre le Soudan et le faire titulariser sur ce match-là? Ou bien c'était prématuré? Oui, Moussa, en fait, quand tu affrontes le Soudan, avec qui vous partagez le même nombre de points, on n'oublie pas que le Soudan avait 16 points comme nous. Hein? Donc, on avait un meilleur goal average. On avait un +7, le Soudan avait un +6. Et le Soudan, ce n'était pas le petit macho du groupe. Quand vous voyez l'équipe du Soudan qui était descendue au Sénégal, 14 sur les 23 qui étaient au Sénégal venaient de disputer le championnat d'Afrique des Nations. Donc quand tu vois la compétitivité des Soudanais qui étaient dans une continuité, qui n'avaient pas connu de coupure, parce qu'après les fenêtres de juin, ils ont enchaîné avec leur regroupement en vue de préparer le championnat d'Afrique, et ils ont été jusqu'en 3e place. Donc ils avaient 7 matchs dans les jambes, alors que nous, on venait de démarrer notre championnat. Donc Pape ne pouvait pas se permettre de relooker son équipe à 95%. Ce n'était pas possible. Et pourquoi, j'ai un peu suivi ta question, pourquoi il ne l'a pas fait avec Kalidou Koulibaly? Pendant ce temps, Abdou Diallo était dans l'incertitude. Il devait rentrer. Et tout le monde sait que la charnière centrale du Sénégal, Moussa Niakhaté et Kalidou Koulibaly, commencent à se retrouver, commencent à asseoir le repère, commencent à jouer les yeux fermés. Pendant 7 matchs, 8 matchs, c'est ce binôme qui a été associé. Donc c'était un peu risqué pour lui de casser ce binôme et peut-être amener un autre élément pour être le pendant peut-être de Moussa Niakhaté ou bien le pendant de Abdoulaye Seck. Étant donné que le Soudan n'était pas du tout largué, le Soudan était dans la course. On avait le même nombre de points, 16 points. On avait un meilleur goal average, +7, +6. Et que le Soudan était vraiment en jambes. Si c'était une autre équipe qui n'avait pas de métier, qui n'avait pas de vécu,
peut-être elle aurait pu perdre ce match à Dakar, ou bien à domicile dans un autre pays. Parce que tout simplement, le plan du Soudan a été carrément désaxé par le fait de marquer 2 buts en première période et de faire ce qu'on appelle la gestion des temps faibles. Parce qu'en deuxième période, quand vous voyez, le Sénégal avait carrément abandonné le ballon aux Soudanais, parce que tout simplement, ils ont vu que les Soudanais étaient nullement dangereux. La seule occasion nette que le Soudan a eue dans ce match-là, c'est la frappe qui a atterri sur la barre transversale. Hormis ça, le Soudan était incapable d'asseoir son jeu dans le dernier tiers. Pourquoi dans ce match, Moussa, Kalidou Koulibaly s'est permis de faire un rush de 35 mètres, 45 mètres dans ce match? Parce que tout simplement, l'adversaire était inexistant. Malgré le fait que, voilà, ils sortent d'un championnat d'Afrique très en jambes, mais le Sénégal, c'était un autre niveau. C'était un autre niveau. Moussa, quand tu joues devant un public anglais, très chaud, bouillant, avec toutes ces stars, tu ne paniques pas. Quand tu joues devant un public irlandais, Alassane a joué à West Bromwich, il connaît. C'est des publics qui sont électriques. À Saint-Étienne. À West Bromwich, Albion, quand il était à West Bromwich, il a fait l'Angleterre. Quand il était à West Bromwich, il connaît ce type de football. Il connaît ce type de public. Quand tu joues devant l'Irlande, tu ne paniques pas. Quand tu joues devant un public polonais à la Coupe du Monde 2018, le stade était rouge-blanc. Devant un public polonais. Comme ça, tu ne paniques pas. Ce n'est pas un public peut-être je dis même Lumumbashi, de Kinshasa, parce qu'on a eu un match très difficile à Lumumbashi également, en 2012 avec Amara. Quand tu joues devant ces publics-là, ce n'est pas un public congolais qui va te faire sortir de ton match. C'était juste une parenthèse. Donc c'est juste pour vous dire que cette équipe-là a du métier. Je me répète encore, cette équipe-là a du vécu. Parce que dans la gestion même des temps forts, dans la gestion des temps faibles, on voit une certaine cohésion quand il faut savoir accélérer pour mettre le but, quand il faut temporiser pour contenir l'adversaire. Et ça fait également du bien aux joueurs parce qu'ils ne peuvent pas commencer un match tambour battant et le terminer tambour battant. Ce n'est pas possible. Il faut également ce qu'on appelle la gestion des efforts. Rapidement, hein, avant de passer à la deuxième partie, si vous deviez avoir des points forts, des points positifs et des points un peu moins positifs de ces deux rencontres-là sur l'équipe nationale du Sénégal, quels seraient ces points? Les points positifs et les points un peu moins positifs. Les points positifs, c'est la patience. La patience, donc l'équipe a été hyper patiente. Quand tu perds 2-0 à l'extérieur avec un public chaud bouillant, comme on dit, si tu n'es pas patient et si tu veux aller plus vite que la musique, tu déjoues. Nous n'avons pas le même style de jeu que le Congo. Beaucoup de paramètres nous ont fait défaut, la pelouse synthétique et tout ça. On n'est pas rentré dans le match avec, comme on dit, de meilleures sensations. Donc on s'est fait surprendre 2-0 à la 30e minute, mais l'équipe a su être calme. L'équipe a su continuer à jouer parce qu'il n'y a que par le jeu on va gagner le Congo. Parce que sur le plan intrinsèque, le Sénégal est beaucoup plus fort que le Congo. Bon, après, c'est la forme du moment, c'est comme on dit, le faux pas ici à Dakar qui nous a mené à ces je sais pas, des difficultés, qui nous a mené à jouer ce match-là avec toute cette pression-là. Mais les Congolais, ils savent nettement que le Sénégal est meilleur qu'eux. Donc ils le savaient. Donc même quand ils ont marqué les 2 buts, ils n'étaient même pas rassurés. Pendant ce temps-là, le Sénégal était très rassuré. Donc continuer à jouer, continuer à chercher les brèches, continuer à faire tourner le ballon, continuer à organiser le jeu pour voir vraiment là où on va les attaquer pour marquer. Jusqu'à la 86e minute, moi je voyais les deux axes centraux à 2-2 se donner 2-3 fois le ballon. Voilà, sur le 3e but, cela veut tout dire. Cela veut dire que cette équipe-là, elle ne panique pas, elle a un plan de jeu.
Ils savent que, c'est que voilà, il faut passer par le milieu, déclencher une passe rapide, intercaler le petit Sabalé qui va à 10 000 à l'heure et puis faire avancer nos milieux de terrain qui vont se projeter pour créer le surnombre. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Je pense que j'ose même dire que ça a été travaillé. J'ose même le dire parce que c'est des actions qui sont typiques sénégalaises parce que ce genre d'action même, nous-mêmes, on l'a vécu contre le Maroc, je veux dire 20 ans avant. Parce que le Sénégal a un jeu atypique, a un jeu de dédoublement très très bon. Ouais. Et on a des milieux de terrain qui se projettent beaucoup et puis une attaque aussi qui marquait beaucoup. Donc je pense que ça c'est les points forts de ces deux matchs-là. Les points faibles, c'est d'avoir une meilleure concentration, surtout en défense. C'est là où on cafouille un tout petit peu parce qu'on prend quand même 2 buts. On prend quand même 2 buts. Savoir aussi comment on dit, reconnecter les joueurs à leur poste. Je trouve que Diouf, il est très bon sur le plan offensif, mais il va falloir qu'il sache d'abord qu'il est arrière latéral, qu'il pense d'abord à défendre vraiment son côté. Sinon, sur le plan offensif, il apporte énormément, il délivre de très bons centres. Depuis qu'il joue, d'ailleurs, je trouve que le Sénégal se procure beaucoup plus d'occasions depuis qu'il est rentré dans cette équipe-là. C'est une vraie force de l'équipe. Après, et voilà, donc il doit falloir mieux rentrer dans nos matchs et puis s'adapter à ces genres de situations-là, comme la pelouse synthétique que je déplore, hein, parce qu'on est en 2025, même si on est en Afrique, on ne doit pas jouer sur une pelouse synthétique. Je pense qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. J'attire l'attention à la CAF de vraiment voir l'homologation de nos stades. Les pelouses synthétiques ne doivent pas exister pour jouer des matchs je dis, de cette classe-là. Mais je pense qu'après, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire, c'est les 3 points. On est maintenant 2 points de plus que le Congo, comme le disait Lamine. Il reste 2 matchs. Là, c'est les 2 finales qui restent. Donc là, c'était la demi-finale. Là, il nous reste 2 finales à faire. Donc il ne faut pas commencer à calculer. Il faut il faut gagner de 2 matchs et puis laisser aux Congolais le calcul. Peut-être que, je ne sais pas moi, je ne sais pas dans quoi ils seront. Ils nous souhaitent peut-être certainement de faire le faux pas. Mais nous, je pense à notre niveau-là, il doit falloir gagner les 2 matchs, prendre les matchs au sérieux, comme on l'a fait au Congo. Et puis ne pas laisser la chance à l'adversaire de nous marquer 2 buts et puis d'essayer de revenir au score. Parce que ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours que ça va arriver. Donc je pense qu'il doit falloir que les joueurs se prennent conscience à ça et puis nous délivrent 2 bons matchs pour qu'on puisse aller à cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Moi, je vais un peu insister sur les points faibles de cette équipe, parce que tout n'est pas parfait, ça c'est vrai, mais j'ai vu une équipe qui a du mal à réussir ses dédoublements. Parce que tout simplement, on les tente, hein, on tente des dédoublements souvent. Tu vois nos arrières prendre très souvent les couloirs. Mais malheureusement, entre l'émetteur et le récepteur, il y a souvent un temps de retard qui fait que la défense adverse est déjà en place. On l'a vu plusieurs fois sur le couloir de droit, de Iliman et Crépin. On voyait très souvent, quand les milieux de terrain essayaient de jouer latéral pour sortir sur les côtés, on voyait très souvent le déroulement qui était très photographié en quelque sorte. On sentait Crépin qui prenait le dos de Iliman, tout le monde savait qu'il allait dédoubler. Forcément, si vous me permettez de lancer ça en Wolof, tu vas carrément le stopper. Et souvent également, quand on fait les dédoublements, je vois également, quand le récepteur a le ballon, il a du mal à faire la différence parce qu'il était déjà à l'arrêt. Et souvent, quand tu fais le dédoublement, là, je n'ai pas joué au foot, peut-être au micro. Alsan a joué au foot. C'est réel ce que tu dis. Quand tu fais un dédoublement, il faut que les joueurs qui le font soient en mouvement. Très bien. Pour surprendre. Mais malheureusement, on le fait à 2 à l'heure. Et ces dédoublements-là, il va falloir qu'on travaille là-dessus. L'autre point faible dans cette équipe, on exploite mal nos balles arrêtées. Or, on a de grandes tailles. Et ce n'est pas normal que le Sénégal joue 2, 3, 4 matchs sans ne pas marquer sur balle arrêtée. Ce n'est pas du tout normal. Sur les 5 buts, on en a 1 sur balle arrêtée. Et depuis
Depuis quand on n'a plus marqué sur balle arrêtée? Parce que le but de Kalidou Koulibaly contre le Soudan, c'est sur coup franc avec... De Krépin Diatta. Ouais. Tu te souviens de ce seul but qu'on a marqué sur balle arrêtée? Tu ne pourras pas sortir un autre but qu'on a marqué sur les 5 derniers matchs sur balle arrêtée. Et quand le Sénégal joue, on se procure énormément de corners. Tu t'imagines le Sénégal qui joue avec 9 corners? 9 corners dans le décor? C'est pas normal. Le Sénégal qui joue avec 14 fautes, dont plus de 15, avec 21 fautes, dont plus de 14 fautes dans le dernier tiers de l'adversaire, c'est pas normal. Qu'on n'en marque pas, c'est pas du tout normal. Il va falloir que Pape travaille, insiste beaucoup plus sur des ateliers, sur les balles arrêtées, parce qu'on a des arguments pour faire la différence. Les balles arrêtées, c'est important dans le football du haut niveau. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, vous êtes confronté à des matchs qui sont fermés. Tu n'as même pas une demi-occasion pour voir les buts. Donc, ce sont les balles arrêtées qui te permettent de déverrouiller, de faire sauter le verrou. Et, or, on a de très bons joueurs de tête. Koulibaly est un très bon joueur de tête. Jackson est un très bon joueur de tête. Boulaye Dia est un très bon joueur de tête. Abdoulaye Seck est un très bon joueur de tête. Donc, il va falloir vraiment miser sur ces balles arrêtées-là, parce que la CAN où on va là, ce ne sera pas facile, hein. Ça ne sera pas facile. Tous les cadeaux sont présents. Ce n'est pas une promenade de santé. Il ne faut pas qu'on croie qu'on va aller au Maroc tranquille, on prend la coupe, on revient au Sénégal célébrer. Ça ne se passera pas comme ça. D'accord. Le Sénégal va boucler ses 2 derniers matchs de qualification au Mondial 2026 au mois d'octobre. Et ensuite, on fera le focus sur la CAN 2025. Alassane, est-ce que si la CAN 2025 devait se jouer aujourd'hui à l'instant T, pensez-vous que le Sénégal aurait ses chances de remporter la compétition? Oui, bien sûr. Le Sénégal fait partie des, comme on dit, hein, des favoris de cette CAN. Voilà, quand tu vas dire le Maroc, tout de suite après, c'est le Sénégal qu'on va dire. Vu les résultats qu'on a depuis, nous sommes quand même restés à 24 matchs, je pense, sans défaite. Le record en cours. Donc ça, voilà, c'est des statistiques. Je dis, c'est au niveau mondial. C'est pas donné. Donc le Sénégal ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant qu'on reste des outsiders. On est des favoris. Et puis nous assumons quand même ce statut de favori-là. Maintenant, on ne peut pas aller dans une compétition en disant oui, on est les favoris. Donc pour montrer que tu es le favori, il faudra bien rentrer dans ta compétition, gagner tes matchs, gérer, je dis, ton groupe comme il le faut. Non, mais ce ne sera pas une promenade de santé, comme il a dit Lamine. Toutes les équipes sont à bloc. La Côte d'Ivoire n'a pas dit son dernier mot, c'est le détenteur du titre. Le Maroc joue à domicile, donc avec aussi des performances extraordinaires. Le Maroc est sur 13 matchs, 13 victoires. Ouais. 16 matchs sans défaite. Voilà, 16 matchs sans défaite. Voilà, c'est sur une dynamique. Donc aujourd'hui, toutes les équipes sont bien préparées, sont bien outillées pour faire une belle CAN. C'est la meilleure équipe qui aura tous les ingrédients pour la gagne, qui va gagner. Donc j'ose espérer que ce sera le Sénégal. J'ose aussi espérer que nos joueurs arriveront au mois de décembre en pleine forme, parce qu'aujourd'hui on est encore en début de saison, parce que nos joueurs ont quoi, 3 matchs dans les jambes. Donc on ne peut pas évaluer maintenant. Donc après ce sera le mois de décembre où on verra vraiment l'état de forme de nos joueurs. Ce sera l'hiver en France, en Europe. Ce sera un peu, je veux dire même pas l'été ici, parce que ce sera l'hiver aussi au Maroc. Il fera très humide, donc il fera un peu froid. J'espère aussi que ce sera aussi quelque chose de bien pour nos joueurs qui débarqueront de l'Europe. Mais moi, je suis très confiant. Il y a une bonne dynamique. Le Sénégal a franchi un palier. C'était pas facile comment on dit, de faire la remontada à l'extérieur, au stade des Martyrs. C'est rare de voir une équipe du Sénégal remonter comme ça. Souvent, c'est nous qui marquons et que l'autre équipe revient au score. Aujourd'hui, le Sénégal a montré qu'on a encore d'autres ressources, et ça, c'est de bon augure pour la suite. Justement, en parlant de suite, Pape Lamine, il y a un débat qui se pose en équipe nationale, c'est que
les joueurs doivent enfin prendre la suite de Sadio Mané sur le plan offensif. Le débat s'est posé il y a quelques semaines et c'est durant cette trêve du mois de septembre aussi. La question s'est posée, notamment plusieurs consultants ont appelé à ce que Pape Thiaw puisse enfin laisser les jeunes prendre le relais de Sadio Mané. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue-là? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que tout simplement, il faut apprendre à respecter nos légendes. Et Sadio Mané est une légende du Sénégal, même s'il est au crépuscule de sa carrière. Quand Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football, avait critiqué Zidane, qui a tweeté en premier? Le capitaine Kylian Mbappé. On ne touche pas aux légendes. Une phrase qui était pleine de sens. On ne touche pas aux légendes. Sadio, je l'ai expliqué tantôt, on peut discuter sur son temps de jeu. Je suis d'accord là-dessus. Est-ce que Sadio est bon pour une heure de jeu ou bien est-ce que Sadio est bon pour faire son entrée à l'heure de jeu? On peut discuter sur le temps de jeu qu'on donne à Sadio. Mais Sadio Mané, ce n'est pas un joueur qu'un sélectionneur va se priver. Ce n'est pas possible. Parce que vous savez pourquoi? Sadio est un joueur qui a un impact psychologique sur l'adversaire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le fait de voir Sadio Mané, l'adversaire, le fait qu'il voit Sadio Mané dans un terrain, la défense aura du mal à participer à la construction du jeu. Parce que tout simplement, c'est Sadio Mané qui est là. Donc, il faut qu'on soit des garde-corps. Sadio à lui tout seul peut te fixer 2 défenseurs. Quand il y a une défense, c'est combien? Si tu ne joues pas à une défense à 5, et quand tu joues à une défense à 5, c'est des défenses qui sont, entre guillemets, anormales parce que ce sont les pistons qui viennent densifier la défense pour qu'on se retrouve avec 5 éléments. Mais une défense classique, c'est une défense à 4. OK? Et quand tu as une défense classique et que tu as un Sadio Mané qui te fixe 2 défenseurs, l'arrière-garde est déjà déséquilibrée, il te reste combien? 2 défenseurs. Sadio a un impact psychologique sur un adversaire. Sadio est quelqu'un qui, quand tu le vois sur un... Lamine, oui, vas-y. Pour rebondir sur cet impact psychologique, en faisant encore l'avocat du diable, est-ce que Sadio est prêt à être sur le banc? Avec toute l'aura qu'il a, avec tout ce qu'il a vécu au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, en voyant des joueurs comme Sabali, qui en ont fait une icône, une légende, une référence. Est-ce que Sadio est actuellement prêt à cirer le banc et à être sur le banc de touche et à accompagner? Parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé avec El Hadji Diouf en 2008, je pense. On a vu les effets au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce que vous pensez que Sadio est assez humble pour rester sur le banc et accompagner ces jeunes-là pour que la transition se fasse dans les meilleures conditions? Bon, quand on arrivera à cette situation, je pense que ce garçon est assez lucide. Je l'ai vu jouer depuis 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. J'ai un peu accompagné, depuis la génération des Alsana, je les ai accompagnés, j'étais encore un débutant dans le métier. Donc, j'ai un peu vu le parcours de Sadio. Je ne parle pas du parcours footballistique du joueur, mais son parcours au niveau comportemental. Je ne l'ai jamais vu placer un mot plus haut que l'autre. Je ne l'ai jamais vu également dans une situation... Sadio a fait des bancs au Sénégal. Il a été sur le banc avec Aliou Cissé. C'était pour le ménager. C'était pour le ménager. Officiellement. Officiellement. C'était pour le ménager. OK? Mais je sais également que si Pape Thiaw doit le mettre sur le banc, il le mettra sur le banc. C'est un compétiteur. Sadio, c'est un compétiteur et un champion. On a vu que ce qui s'est passé avec Mohamed Salah à Liverpool, où il y a eu une guerre d'ego, ça a quelque part précipité son départ de Liverpool. Est-ce que ce champion-là, parce que les champions, c'est comme ça, c'est des gagnants. Ils ne sont pas là pour cirer les bancs. Véritablement, je me répète en posant la question, moi je suis pour la transition.
Je suis pour que quelqu'un qui a ce bagage, qui a connu ce que Sadio a connu, puisse accompagner les jeunes de manière, une transition douce qui se passerait dans le meilleur des cas. Avec le fait de donner tout cet apport-là. Alassane disait tout à l'heure, il capte certains joueurs. Lamine, tu en parlais en disant qu'avec Sadio, Jackson peut avoir un peu plus d'opportunités et un peu plus de liberté. Je suis d'accord avec cela. Mais est-ce que ce cas-là, si ça se pose, il n'y a pas de problème. Si l'entraîneur, le sélectionneur devra faire un choix en disant que voilà, pour ce match-là, je mettrai Sadio sur le banc et qu'il puisse rentrer en deuxième pour créer la différence, je pense que Sadio est assez professionnel pour accepter ce choix-là. Donc, non, il n'y a pas de problème. Sadio, aujourd'hui, je dis, il n'a plus rien à prouver sur son talent et sur son implication dans cette équipe nationale-là. Il reste le boss, il reste aujourd'hui un joueur, la star de l'équipe, il reste l'emblématique qu'il est en Afrique. Partout où il va, on n'entend que lui. Il me rappelle El Hadj quand il jouait avec nous. Partout où on allait, on parlait que de El Hadj, Aujourd'hui, c'est Sadio, on parle que de lui, même s'il est sur la fin, on parle que de lui. Maintenant, c'est à lui aujourd'hui de se mettre au service de l'équipe, tout en acceptant aujourd'hui ce que le coach propose en termes comment on dit, de système. S'il faut le titulariser, il doit être là après. S'il faut être remplaçant, il doit être là après. Je vous donne l'exemple juste de Cristiano Ronaldo qui le dernier match du Portugal, il est rentré à la mi-temps. Il y avait un partout et c'est lui qui marque le deuxième but, 2-1. Donc, mais des joueurs aussi de cette rampe-là, il doit falloir avoir une bonne communication entre l'entraîneur et le joueur. Parce qu'aujourd'hui, déjà, le joueur mérite cela et en même temps, le joueur aussi a atteint un certain niveau où il peut avoir une certaine discussion avec l'entraîneur pour se mettre d'accord à une situation, à des choix, et discuter avec l'entraîneur et puis lui aussi se mettre au service de l'équipe. Mais je ne pense pas que Sadio qu'on voudrait, ou bien Sadio serait contre le fait qu'il soit aligné sur un banc de touche pour entrer et puis créer la différence derrière. Je ne pense pas que Sadio soit ce genre de joueur-là. Donc sinon, on serait quand même assez déçus parce que c'est quelqu'un qui a été toujours professionnel. Partout où il est allé, de Génération Foot jusqu'à aujourd'hui au club où il joue en Arabie Saoudite, il a été professionnel. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va accepter si toutefois l'entraîneur déciderait de le mettre sur le banc. Alassane, moi je vais ajouter quelque chose. Pourquoi les gens s'inquiètent un peu sur Sadio? Parce que il est resté sur 5 matchs sans marquer. Hop! Catastrophe, Sadio ne marque plus. Oui, il est sur le déclin. Oui, il est vieux. Oui, il faut laisser la place aux jeunes. Parce qu'il est resté 5 matchs sans marquer. Est-ce qu'un joueur doit être au top durant toute l'année civile? Ce n'est pas possible. Les joueurs connaissent des passages à vide. Absolument. Et Sadio, actuellement, n'oubliez pas que c'est juste 5 matchs où il n'a pas marqué. Pour quelqu'un qui est ton meilleur buteur de l'histoire, ton meilleur passeur de l'histoire, tous les trophées européens, il les a gagnés. Je ne pense pas que ce jour-là soit fini. Il est au crépuscule de sa carrière. Je suis d'accord. Il faut qu'on prépare la transition, comme vous dites, Moussa. Les jeunes qui arrivent derrière, comme les Sabali, son sosie. Vous voyez? Mais on ne peut pas actuellement, à l'instant où nous sommes, dire que Sadio, il est bon pour le banc. Je ne suis pas d'accord sur ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut discuter de son temps de jeu. Est-ce qu'il doit continuer à jouer 90 minutes ou bien est-ce qu'il est bon pour 60 minutes? Il cède la place à son pendant Sabali. On peut discuter sur ces paramètres. Mais quant à vouloir pousser Sadio à la retraite, forcément, tu vas pousser à la retraite Idrissa Gana Gueye. Tu vas pousser à la retraite Edouard Mendy. Tu vas pousser à la retraite Kalidou Koulibaly. Ils ont tous 34 ans. C'est la colonne vertébrale de l'équipe. Donc, ce n'est pas logique. Le fait de vouloir pousser Sadio Mané à la retraite, et pendant ce temps, il y a des trentenaires qui ont le même âge que lui qui continuent à jouer.
C'est pas logique du tout. Parce qu'il est resté 5 matchs sans marquer. Pendant ce temps, est-ce que les attaquants ont marqué? À part Jackson qui l'a fait contre la RDC, ce sont les milieux de terrain qui marquent. Depuis un bout de temps. La preuve, qui est le meilleur buteur des éliminatoires? C'est Pape Matar Sarr avec 4 buts. Qui est le meilleur buteur sous l'ère Pape Thiaw? C'est Habib Diarra avec 4 buts. Ce sont les milieux de terrain qui ont pris le pouvoir en quelque sorte sur le travail offensif. Mais les attaquants, si on devait faire un peu la comparaison sur le rendement des attaquants, ils seront tous exclus de la tanière parce qu'ils ne marquent pas. Je pense plutôt que l'inquiétude autour de Sadio Mané est née de l'urgence parce que le Sénégal se dirigeait vers un match important contre la RDC. Donc il fallait se poser des questions quant au rendement de Sadio Mané. Mais aujourd'hui, l'inquiétude aussi peut naître de l'urgence de la CAN 2025 qui approche. Maintenant, si aujourd'hui, on ne le souhaite pas parce qu'on considère tous que Sadio Mané est une légende et il est toujours utile à l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, si Pape Thiaw devait décider de se passer de Sadio Mané, qui pourrait prendre la relève? Il ne va pas le faire. Ça, je suis péremptoire. À moins qu'il y ait un concours XXXL de circonstances pour qu'il se passe de Sadio Mané. Mais si Sadio a sa tête, ses jambes, pas de blessure, apte, qui joue à Al Nassr, il sera à la CAN. Pape Thiaw ne va pas. Ça, je suis péremptoire. Il ne va pas se passer de Sadio Mané. Vous nous avez parlé tout à l'heure du rendement de Sadio par rapport à l'urgence du match qu'on devait jouer contre la RDC. Oui, Sadio n'a pas marqué, mais Sadio a été un très grand aspirateur. Il a permis aux autres attaquants de bénéficier des espaces libérés. La preuve, il a souvent joué en une touche de balle. Parce que quand tu joues en une touche de balle, je donne à Alsan. Alsan fait la raquette, tac. Parce que quand je fais la passe sur Alsan, les défenseurs sont sur le porteur. Ils sont écartelés. Donc quand Alsan a cette instruction de faire la raquette, tac, il le fait dans les intervalles. Tu as de l'espace. Et il le faisait très bien. Mamadou Lamine disait tout à l'heure qu'il ne jouait pas au foot, mais là, on a des doutes. Hein? Non, il est bon. Hein? Là, on a des doutes, Mamadou Lamine. Hein? Il connaît le foot. Non, mais véritablement, moi, je pense qu'au-delà de ma position de poser des questions, si je dois en sortir un peu, je pense que Sadio Mané, est-ce que le Sénégal pourrait avoir en tout cas un attaquant de sa trempe dans les années à venir? C'est des joueurs qu'on peut avoir qu'une nation, qu'un pays, qu'une équipe a tous les 15 ans ou 20 ans. Ça, c'est des perles rares qui arrivent, justement, c'est rare. Donc, ce qu'il a fait, sa stature, ce qu'il a accompli en équipe nationale du Sénégal. Moi, je me souviens, dans une autre vie, quand je vivais dans un autre pays, il m'était arrivé d'assister à beaucoup d'entraînements de l'équipe nationale du Sénégal avec Alain Giresse, quand il préparait ce fameux match contre la Côte d'Ivoire. Et quand il y a eu tous ces problèmes et autres, Sadio Mané n'était pas encore un titulaire indiscutable. Je pense que même sur l'un des matchs, Giresse l'avait mis sur le banc, sur le match aller. Hein? Ouais. Et j'ai vu son éclosion et ce qu'il est devenu, autant en équipe nationale que pour l'Afrique. Quand l'équipe nationale était en train de se préparer pour ce match-là, au Stade des Martyrs, à la sortie, on a crié le nom de personne. C'est Sadio, parce que les Africains se retrouvent en Sadio Mané. Donc nous, Sénégalais, on a énormément de chance de l'avoir. Mais ne pas se poser la question de son futur serait quelque part, je ne dirais pas une faute professionnelle, mais en tout cas une erreur. Parce que les années n'attendent pas et la concurrence pousse. Et il y a des jeunes, il y a la question de la position d'Ismaïla Sarr dans l'équipe nationale du Sénégal se pose. Est-ce qu'il sera tout le temps sur le côté ou bien à un moment donné, il faudra peut-être l'essayer en tant qu'avant-centre Ismaïla Sarr. Moi, je pense que je ne suis pas entraîneur, mais je pense qu'il peut y avoir une réflexion sur la position d'Ismaïla Sarr, qui peut jouer dans l'axe, moi. C'est ma conviction. Bon, comme dirait l'autre, les convictions sont les meilleurs amis de la vérité. Peut-être que je suis à côté de la vérité alors. La question de la position d'autres joueurs, tu parlais d'Eliman Ndiaye, tu parlais de même Nicolas Jackson.
Assane Diao qui arrive, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Mais l'essentiel, comme on l'a vu dans certains pays, que ce soit le cas de Benzema, que ce soit le cas de Thomas Müller en Allemagne, que ce soit le cas de certains joueurs comme Neymar au Brésil et autres, que ce soit le cas en parlant de la République démocratique du Congo, d'Mputu, Trésor Putu. Ce sont des cas qui se posent sur des joueurs emblématiques. Et à un moment donné, il faut trancher. Et quand on tranche, ça ne fait jamais, c'est jamais facile. Je suis d'accord. Ce n'est jamais facile. À un moment donné, on a écarté Moussa Sow. À un moment donné, on a écarté, comment il s'appelle, Mamadou Niang. On a écarté Cissé, comment il s'appelle, Papis Demba Cissé. Papis Demba Cissé, je dis Pape Demba Cissé. Papis Demba Cissé. Donc à un moment donné, il faudra prendre des décisions. Ces joueurs-là ne sont pas de la même trempe que Sadio. Sadio est un vainqueur. Moi, personnellement, je suis très content de ne pas être à la place de Pape Bouna Thiaw parce qu'il faudra prendre une décision. L'après-CAN, ok, la CAN, Sadio doit y être. Mais c'est une question qui doit être posée. Je ne sais pas, vous avez été avec Diouf, Alassane. Quand il s'est agi de ne plus le voir en équipe nationale, quel a été votre sentiment? Nul n'est éternel. Hein. Donc aujourd'hui, le football, c'est des vagues. Tu passes, tu finis, voilà, tu es sur la TFS. Voilà, donc je pense que l'équipe nationale a besoin de Sadio Mané. Il y a un objectif qui est la CAN dans 3 mois. Je pense que moins 100 jours aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'urgence. Sadio reste compétitif. Sadio joue dans un grand championnat. Aujourd'hui, je ne sais plus le petit championnat. Donc c'est un championnat qui attire aujourd'hui tous les grands joueurs du monde. Sadio joue avec Cristiano Ronaldo qui est en train de faire qui continue à faire des merveilles avec le Portugal. Oui, l'équipe nationale a besoin encore de Sadio Mané jusqu'à la CAN là. Donc après la CAN, c'est autre chose. Là, après, ce sera autre chose. Je ne sais pas quelle sera sa forme physique, quel sera son statut. Donc, mais jusqu'à là, l'objectif du Sénégal aujourd'hui, c'est la prochaine compétition, c'est la CAN qui arrive. On rejoue la RDC. Oui, on rejoue la RDC dans quelques semaines, dans quelques mois, dans 3 mois. Oui. Vous le voyez titulaire encore contre la RDC dans 3 ou 4 mois. Mais Sadio n'a pas été mauvais pour ce match contre la RDC. Attention. Hein. S'il était, je pense que Lamine Camara est sorti avant Sadio. Oui. Sadio est sorti à la 80e. Lamine Camara a été moins bon que Sadio, il est sorti avant Sadio. Donc si vous jugez Sadio qui n'a pas été bon du tout, je pense qu'il serait sorti à la 50e. Il était encore là, il créait encore des espaces, il faisait jouer les autres, il décrochait beaucoup pour essayer de créer des brèches. En même temps, Sadio reste un leader psychologique. Vous savez, on ne peut pas toujours marquer des buts, toujours faire des triplés. Non, c'est pas possible. Je me rappelle d'une action, comme on dit, d'une image. Quand on prend le deuxième but, Sadio disait aux gars, calmez-vous. Les gars, c'est rien, on va revenir. Mais ça, il ne faut pas minimiser ces gestes-là. Il ne faut pas minimiser ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, le patron. C'est lui, aujourd'hui, comme on dit, c'est lui qui est le joueur le plus expérimenté, qui a connu les plus grandes victoires de cette tanière-là, qui a gagné le Ballon d'Or africain 2 fois, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a joué à Liverpool. Donc Sadio Mané, avec son expérience, les joueurs, même s'ils jouent avec lui, ils le voient comme le Messi, comme on dit. Et le voir aujourd'hui calmer les joueurs, réconforter les joueurs en disant qu'on va revenir, ça c'est quelque chose aussi. Ça aussi, c'est un facteur aussi qu'on doit capitaliser. Donc Sadio reste bien, quand même, être bien quelqu'un qui est important dans le dispositif. La CAN arrive, on aura besoin de lui sur le banc, comme on dit, en tant que titulaire. C'est à l'entraîneur de voir la forme actuelle et le système auquel il doit mettre en place. Mais je ne pense pas qu'on doit sacrifier Sadio aujourd'hui. Je pense que ce serait déjà incorrect de notre part. Et ce serait aussi dévalorisant parce qu'aujourd'hui, on doit respecter nos légendes et notre légende est encore compétitive pour jouer les matchs même de haute intensité. Pape Lamine, la CAN approche. On est aujourd'hui à 100 jours de la compétition.
quels sont selon vous les joueurs qui pourraient apporter une plus-value, des joueurs qui n'ont jamais été convoqués mais qui pourraient aujourd'hui apporter une plus-value à l'équipe nationale? Des joueurs qui pourraient apporter une plus-value à l'équipe nationale, Binationaux ou non? Binationaux que je vois en Europe, dans les secteurs où ils évoluent, ils ne sont pas meilleurs que ceux qui sont là. Également, il ne faut pas que nous, journalistes, c'est ce que je déplore très souvent dans notre corporation, dans notre métier, on voit un Pape Lamine un week-end qui est né à Besançon, qui fait deux enjambées, tac, passe centre un cours d'eau, c'est le but, hop, il faut l'appeler. L'Afrique a ses réalités. Le football africain a ses réalités. Aliou Cissé, quand il était là, de 2015 à 2023, il a convoqué 47 binationaux. Quels sont les binationaux qui sont restés? Ils ne font pas 6 ou 7 qui sont restés. Où sont les 40 autres? Ils ont tous échoué en équipe nationale parce qu'ils n'ont pas le niveau. Non, il faut qu'on arrête. Il y a certains qui ont vraiment du talent, un niveau qu'on a appelé aujourd'hui, Kalidou Koulibaly est l'une des plus grosses satisfactions. Je suis d'accord avec peut-être les Habib Diarra aujourd'hui qui montent en puissance. Je suis d'accord avec comment? Iliman, non, Iliman, il a grandi ici. Avant d'aller, il est né en France, on l'a amené ici, il a grandi, il s'est imprégné très jeune de la culture sénégalaise avant de repartir en Europe. Donc c'est ce qu'il a forgé un peu à... Parce qu'il jouait dans le sable, hein, comme sur le sable, comme ces gamins de Diamalaï. Donc voilà, il a connu des matchs sans chaussures. Donc ça l'a forgé un peu, parce qu'il a grandi ici. Quel binational aujourd'hui que je vois en Europe? On me parle de Malick Thiaw. Il faut qu'il fasse ses preuves d'abord à Newcastle. Il a été incapable d'être titulaire au Milan AC. Malick Thiaw, s'il était bon, il allait jouer en Allemagne avant de prendre Jonathan Tah. Malick Thiaw a été un des premiers joueurs qui était sous le feu des projecteurs avant Jonathan Tah. Qui connaissait Jonathan Tah? Personne. Mais pendant ce temps, on parlait de Malick Thiaw. Il a été au Milan. Le Milan AC, actuellement, ce n'est pas une grosse écurie. C'est une grosse écurie en Italie, mais en termes de performance, actuellement, depuis 3 ans, ce n'est pas voilà, une écurie qui fait des étincelles. Il a quitté là-bas pour aller où? À Newcastle. Il n'a pas signé à Liverpool, ni à Manchester, ni à Arsenal. Il a signé dans un club de moins standing, parce que Newcastle a une histoire, mais aujourd'hui, Newcastle, c'est pas trop ça, hein? Même s'ils ont fait des performances ces 2 dernières années, accroché des places européennes et tout. Lamine, derrière cette stratégie de convoquer, vous avez l'air de mettre en tout cas un bémol, pour ne pas dire plus, sur le fait de convoquer beaucoup de joueurs. Moi je pense que dans Pape Thiaw, Aliou Cissé, Didier Deschamps ou quelqu'un d'autre, ce sont des sélectionneurs. Ce ne sont pas des entraîneurs. Et quand on parle de sélectionneurs, on parle de sélectionner des gens. Et c'est en sélectionnant qu'on peut avoir quand même cette palette pour pouvoir choisir. Moi, je pense que ces binationaux nous ont apporté énormément de satisfaction. Habib Beye, bien avant tout cela, l'équipe nationale du Sénégal existe grâce à un binational, Raoul Diagne, le fils de Blaise Diagne. Ouais. Donc on ne peut pas mettre un frein à tout cela, à toute cette histoire-là. Ce sont des Sénégalais, je les défends un peu parce que j'ai quand même un peu vécu avec eux. Je pense que ce sont des Sénégalais à part entière, qui ont une part entière dans l'équipe nationale du Sénégal. Et certains même, par rapport au refus, par rapport à l'exclusion qu'ils vivent dans ces pays-là, cette exclusion-là fait qu'ils se voient plus Sénégalais que Français. Je pense que dans les rues de Saint-Étienne, hein, vous avez eu Alassane à rencontrer des binationaux qui étaient plus sénégalais que français, même s'ils étaient nés en France. Moussa, j'ai pas dit le contraire. Hein. Je voulais juste le poser et remettre cela. Parce que quand vous dites qu'on a sélectionné peut-être énormément de binationaux, ou bien on a sélectionné énormément de gens, on n'en retient que 4 ou 5, je ne veux pas que les gens qui l'entendent
puissent se dire non, eux, ils sont en train de nous jeter la pierre en disant qu'on n'apportait rien. C'était juste pour préciser que ce sont des gens qui ont apporté énormément à l'équipe nationale du Sénégal et qui vont continuer à l'apporter. J'ai pas dit le contraire. Maintenant, il faut un savant dosage entre ce qu'ils apportent et ce que le football sénégalais produit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vu Iliman Ndiaye quand il était tout jeune avec son papa. Il y a des gens, je l'ai vu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jusqu'à 6 ans, j'ai vécu parce que son père venait chez nous, quelque part en Normandie, jouer au foot avec nous. Il était très talentueux. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, il était déjà très talentueux, Iliman Ndiaye. Et quand je l'ai croisé il y a quelque temps, un match entre le Sénégal et le Cameroun, je lui ai dit, mais jeune homme, je vous ai connu presque, vous étiez bébé. Il rigolait, je lui ai parlé de son papa et de l'ensemble des Sénégalais qui vivaient dans cette partie-là de l'extérieur. Donc ce sont des gens qui sont attachés à l'équipe nationale du Sénégal et qui ne vivent que par rapport à ça. On a vu quelqu'un comme Mamadou Niang. Mamadou Niang, même si je pense qu'il est né ici, hein, même s'il est né au Sénégal, il a vécu, il est parti très tôt. Mais il a acquis la nationalité très tôt. Et même s'il avait une convocation peut-être avec la France, il allait choisir le Sénégal. Pareil pour Souleymane Diawara. Ce sont des gens qui ont marqué l'équipe nationale du Sénégal et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ces gens-là. Et le renouvellement de l'effectif de l'équipe nationale du Sénégal passe par les gens qui sont nés à Guédiawaye, à Khourounar, à Mbadakhoune ou ailleurs, mais peut passer également par rapport à ces gens-là, à ces Sénégalais d'ailleurs, qui sont nés ailleurs, mais qui ont le sang sénégalais qui coule dans leurs veines. C'est la petite précision que je voulais faire. Ça, je vous le concède, mais je n'ai pas dit du tout qu'on ne doit pas sélectionner les binationaux. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit, et je reprécise ma pensée, s'ils sont bons par rapport à ce qu'on a, on les appelle. Mais on ne les appelle pas juste parce qu'ils sont binationaux. Et ça, je le maintiens. C'est ma position. S'ils sont bons, on les appelle. Parce que quand tu appelles quelqu'un, c'est en fonction d'un besoin. Si tu as besoin d'un gardien binational et que tu trouves que tu as vu un gardien binational, tu l'appelles, tu le testes. OK? Si tu as besoin d'un défenseur central, tu l'appelles, tu le testes. En fonction du besoin dont tu as. OK? Mais on n'appelle pas les binationaux pour les appeler. Et malheureusement, ce qui s'est passé ces dernières années, et ce n'est pas aujourd'hui que je suis cette équipe nationale. En bouteille. Plusieurs générations sont passées sous mes yeux, depuis la génération des Alsan, à leur fin de carrière. Beaucoup de générations, je les ai suivies partout dans ce monde-là. Et il y a des binationaux qu'on a appelés, vraiment, qui ne valaient pas la peine. Qui ne valaient pas du tout la peine. Je suis désolé de le dire, qui ne valaient pas du tout la peine. On veut des noms, des noms. Qui ne valaient pas du tout la peine. Jackson Mendy. Sur ce plateau-là, il y a peu de gens qui se souviennent de Jackson Mendy. Avec Amara Traoré. Il nous a vendu Jackson Mendy, arrière gauche. Jackson était incapable de faire une passe à 2 mètres. On nous a vendu Michael Tavares et Rémi Gomis, qui jouait à Valenciennes. Et à Caen, Rémi, c'est qui jouait à... Non, il jouait à Valenciennes. Non, les deux premiers, je suis d'accord. On nous a vendu Michael Tavares. Bon, Rémi, quand même, c'est un bon joueur. Rémi, c'est un bon joueur. On nous a vendu Michael Tavares. Xavi Iniesta. On nous a vendu Amara Babi, qui jouait à Charleroi, qui pensait que le football c'est la course, alors que c'est de l'intelligence en mouvement. Il faut arrêter, les gars. Il y a énormément de binationaux qui sont passés ici. Monnaie. Hein? Monnaie. Samuel Monnaie. Si on a besoin d'un binational qui nous apporte une plus-value, je suis d'accord. Et quand vous voyez notre équipe nationale actuelle, qui a pris la CAN 2021, qui a disputé la finale de 2019, même si on s'est arrêté en 8e de finale en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui peut nous valoir une 3e qualification consécutive à une Coupe du Monde. 90% des joueurs qui la composent sont formés ici. Regardez, ils sont formés ici. 90% des joueurs qui la composent sont formés ici.
El Hadj Malick Diouf, à la CAN 2021, Edouard Mendy, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, tu les sors. Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, comment il s'appelle, à part Nampalys Mendy, mais 65% de l'équipe était formée ici. Non, il est passé de 90% à 65%. Oui, 90% ça fait... Oui, mais Lamine, on est au Soleil Digital, nous avons la réputation d'avoir du fact-checking. Et on ne veut pas qu'on soit fact-checké. Hein, en disant qu'un journaliste a déclaré que 90% des journalistes, des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui ont gagné, qui ont remporté la CAN, étaient des joueurs formés. Mais regarde les 23, sors la liste des 23. On verra un peu plus tard. Tu sors la liste des 23 qui ont été à la CAN. 90% c'est quand même beaucoup. Hein. Sors la liste des 23 qui ont été à la CAN. Donc selon vous, Pape Lamine, vous pensez que l'effectif actuel se suffit à lui-même pour aller chercher une deuxième étoile? Je pense que vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit, si on a un besoin pressant pour se renforcer sur un secteur X avec un binational, qu'on ne se prive pas d'aller le chercher. Mais c'est pour juste appeler un binational qui nous apportera absolument aucune plus-value, ça ne vaut pas la peine. La question n'était pas d'aller chercher un binational, mais plutôt est-ce que parmi les Sénégalais évoluant aujourd'hui dans les différents championnats, qu'ils soient en Europe, au Moyen-Orient ou bien au Sénégal, est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais été appelés avec l'équipe nationale, mais qui peuvent aujourd'hui apporter une plus-value? Pas seulement binational ou non, mais des joueurs sénégalais qui pourraient jouer pour le Sénégal, qui peuvent aujourd'hui apporter une plus-value à l'effectif actuel. Qui voyez-vous? Qui je vois actuellement dans ces différents championnats qui peuvent venir nous renforcer. Il va falloir prendre du recul et chercher vraiment, parce que les gens que je vois là, c'est à Metz, hein? C'est à Metz qui a une grosse colonie. Après Metz, tu as qui en Allemagne? Oui, c'est Ndiaye. Après, quand tu pars en Allemagne, tu as qui? Tu n'as personne. Idrissa Gueye, Udinez, qui était à Metz. Il est prêté. Est-ce qu'il pourrait venir renforcer? Parce qu'il a un profil que les autres n'ont pas. Moi, pour choquer, je dis que c'est le Giroud du Sénégal. Parce qu'il a un jeu un peu à la Giroud, qui est celui qui joue en appui, qui est là, qui remise. Le même profil que Ndiaye. Oui, mais sauf, moi je pense qu'il est, je peux me tromper, hein, moi je pense qu'il est un peu plus complet que Ndiaye. Bah, moi je l'ai vu jouer, je pense qu'il est un peu plus complet que Chérif Ndiaye. C'est mon avis, hein, je peux me tromper. C'est des choix, après c'est des choix, mais il y a plein de joueurs. Il y a Arounas Sanganté qui peut renforcer sur la défense, parce qu'aujourd'hui, moi je trouve que là où on doit se renforcer, c'est en défense. Mamadou Sarr, le fils de Pape Sarr? Oui, bien sûr. Si lui déjà... Parce qu'il faut savoir aussi, parce que les binationaux, il faut d'abord qu'ils montrent la volonté, qu'ils montrent qu'ils veulent venir. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est plus à ce niveau où on va aller draguer les joueurs. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une locomotive. Hein. Aujourd'hui, le train, il passe. Donc si tu veux venir, voilà, faire partie des lions du Sénégal, il faut prendre le train à temps. Oui, le Sénégal ouvre la porte aux binationaux, mais je ne pense pas que le Sénégal ferait aujourd'hui l'objet d'une quête pour aller chercher les binationaux. Ça, je pense que le Sénégal a... Parce qu'on a quand même beaucoup aujourd'hui au niveau national. On a beaucoup aujourd'hui de réserves qui sont là, qui sont en train d'attendre. C'est à eux de montrer leur volonté, ils ont montré qu'ils veulent venir, et puis après de faire leur preuve, comme le dit si bien Lamine, parce que ce n'est pas juste le fait de vouloir, mais aussi il doit falloir aussi montrer, vraiment être comme on dit, être vraiment décisif, et puis montrer vraiment que si tu es ici en équipe nationale, comme l'a su faire Habib Beye, comme l'a su faire Sylvain Ndiaye et plein d'autres, et puis Mamadou Niang et plein d'autres. Donc il faut vraiment être bon et puis prouver vraiment que voilà, donc on est sénégalais déjà, et puis on a envie de jouer au Sénégal, et puis on est capable de venir rajouter de la valeur ajoutée dans cette équipe là, parce que l'équipe quand même commence à se serrer quand même.
Parce que maintenant, pour rentrer dans cette équipe-là, ça va être très difficile. Parce que je vois qu'en défense qu'on peut encore ramener des gens, mais au niveau du milieu de terrain, si vous mettez Lamine Camara sur le banc, si vous mettez... non, je ne mettrai pas Patar. Si vous mettez 6 sur le banc, si vous mettez Ghana sur le banc, il y a encore 3 autres qui sont titulaires. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 2 équipes même dans cette tanière-là. Ouais. Donc les places vont coûter très cher. Donc si on doit prendre des binationaux en plus, il va falloir qu'ils soient quand même au top. Vous avez été témoin de l'arrivée des premières, en tout cas d'une vague de binationaux, en 2000-2002. Quel a été l'accueil? Parce que parfois les gens peuvent penser, à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'il peut y avoir des clans, entre guillemets. Voilà. Il n'y a jamais eu ça. Pas au Sénégal. Leur intégration n'a jamais posé problème. Pas au Sénégal. On ne connaît pas ça. On vit tous ensemble au Sénégal, surtout dans le football. Moi, je me rappelle de la première sélection de Habib Beye. C'était au plan de Cuc. On avait un match, je ne me rappelle plus du match, on devait voyager en Algérie ou bien en Égypte, je ne sais plus. Et je me rappelle, il était avec moi dans la chambre. Donc il ne comprenait pas le Wolof. Il venait d'arriver. Donc les bras ouverts. Habib, dès qu'il est arrivé, voilà. On lui a fait son bizutage. Voilà, donc je pense qu'il avait un seau d'eau. Donc on l'a taquiné, on a chambré. Il est tout de suite rentré dans le groupe et c'était le plus grand chambreur du groupe, l'un des plus grands chambreurs du groupe. Donc on l'a accueilli les bras ouverts et c'est quelqu'un qui est binational, mais qui a beaucoup de valeurs sénégalaises. Voilà, ancré en lui. Donc c'était facile de l'intégrer. Donc tout le groupe l'avait intégré, c'était simple. Donc je pense que tous les binationaux qui arrivent, ils ne se sentent pas dépaysés dans un groupe où il n'y a que des Sénégalais, parce que il ne faut pas oublier qu'on est quand même le pays de la Teranga. Donc on accueille même les étrangers. Donc les binationaux sont considérés comme des Sénégalais, donc on les accueille très très bien. Alassane, entre l'équipe du Sénégal qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique il y a de cela 3 ans à peu près, et celle qui est partie battre la République démocratique du Congo à domicile, pour vous, est-ce que l'équipe nationale a fait des pas en avant et est désormais plus forte? Je ne dirais pas plus forte, parce que attention, le Congo c'est un match. 2022, c'était une coupe. On n'a pas gagné une coupe au Congo, hein. On a gagné un match. L'équipe qui a remporté la CAN a fait tout un tournoi jusqu'à gagner la coupe. Donc forcément, cette équipe elle est plus forte, parce que c'est là où on rencontrait des joueurs comme Sadio qui portaient l'équipe, des joueurs en plein bourg, Ghana et les autres. Donc ils étaient beaucoup plus jeunes déjà, au sommet de leur art. Cette équipe aujourd'hui, elle est entre 2 générations. Donc l'ancienne génération qui a gagné, qui est vers la fin, et la nouvelle génération qui est en train d'arriver, de pousser les portes. Donc cette association de générations-là, c'est quelque chose qui va donner beaucoup de satisfaction dans cette équipe-là, parce qu'on aura besoin de fougue, on aura besoin d'expérience, quand il faut tempérer, quand il faut jouer tactiquement, quand il faut aller plus vite, Donc voilà, tout ça c'est quelque chose qui va grandir l'équipe. Mais je trouve que l'équipe de 2022 quand même, c'est une très belle équipe qui nous a valu la belle victoire contre l'Égypte. Elle est beaucoup plus forte, moi je trouve. Vous partagez le sentiment, Mamadou Lamine? Oui, mais il faut un peu comprendre que le contexte de 2021 était un contexte qui était un peu particulier. Parce que tout simplement, on était dans une période de Covid. Et au moment où nous avions perdu nos meilleurs joueurs sur nos premiers matchs, parce qu'on a colmaté les brèches, hein, premier match, deuxième match, troisième match, on n'avait jamais notre équipe à 100%, notre 11 à 100%. Forcément, il y avait 2 ou 3 éléments près qui étaient infectés. Et la chance qu'on avait, quand on avait réussi à avoir notre groupe de performance, c'était en 8e de finale, où on avait notre 11. Pendant ce temps, les autres équipes commençaient à avoir des éléments qui les manquaient par rapport
à la Covid. Ça, c'était une chance. Et l'autre chance, durant nos premiers matchs de poule, on était à Bafoussam en altitude. Et c'était très difficile de respirer pour jouer en altitude. Et on l'a fait, on l'a réussi. Donc quand on est revenu à une altitude basse, à Yaoundé, on avait l'impression que l'équipe du Sénégal ne se fatiguait pas. Parce qu'on quittait Bafoussam, où on a fait 15 jours en altitude. C'était très difficile de respirer là-bas. Même toi qui n'es pas sportif, tu avais du mal à respirer parce qu'on était en altitude. Et ça a permis aux joueurs d'avoir une condition physique extraordinaire quand ils ont retrouvé la latitude basse, quand on est venu à Yaoundé. Et ça nous a permis d'avoir une vitesse de croisière. Parce que quand tu vois le match qu'on a joué contre le Cap-Vert, contre la Guinée équatoriale, contre le Burkina, c'était un match à 1000 à l'heure. L'adversaire avait du mal à nous contenir parce que c'était rythmé. Comme si on venait de démarrer, nous, notre compétition. Alors qu'on a connu une phase de groupe qui était vraiment mi-figue, mi-raisin. Si, un but qu'on a marqué à la 93e minute sur penalty contre le Zimbabwe, on a souffert contre la Guinée, on a fait 0-0. Après, on a qui après la Guinée? Malawi, on a fait encore 1-1, on a encaissé un but. Mais durant nos matchs d'élimination directe, on a retrouvé un nouveau Sénégal. Parce que non seulement on a retrouvé tout notre effectif au complet, les Covid étaient sortis, et l'altitude où on était à Bafoussam, ça nous a permis d'avoir vraiment du gaz dans les poumons. Mais l'équipe était très, très, très forte. Et contrairement à cette équipe qui a du talent, qui a du métier, qui sont encore jeunes, je ne peux pas... il faut que je juge cette équipe-là, ce qu'on appelle dans une situation réelle de compétition. Tu affrontes un cadre, par exemple le Maroc à domicile. Parce que le Maroc n'est pas le même niveau que la RDC. Pour voir leur réaction. Mais, ma foi, c'est des joueurs qui ont de très belles qualités. Footballistiques, athlétiques également. Parce qu'ils allient les deux. On a des jeunes qui sont très, très, très puissants et qui jouent au ballon. Donc, j'aurais bien aimé les voir aujourd'hui comme... Moussa veut qu'ils prennent le pouvoir et de les voir au Maroc prendre le pouvoir pour qu'on puisse avoir une deuxième étoile. Qui prennent le pouvoir? Les jeunes de l'équipe nationale? Oui. Non, moi je veux absolument rien. Moi je suis un grand, bon je dois même pas le dire, moi je suis un grand fan de Sadio Mané. Ouais. Moi je pense que Sadio Mané, ce qu'il nous a rapporté, on en parlera dans les années à venir. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Et tous les gens, je suis à mon petit niveau, je suis observateur de l'équipe nationale du Sénégal. Et véritablement, c'est parce que je dois jouer le jeu. Mais moi, je suis un grand fan de Sadio Mané. Ça, on n'y touche même pas. Mais bon, en tant que journaliste, vous savez de quoi je parle. Il faut titiller. Alassane, vous qui êtes ancien milieu de terrain, aujourd'hui, on a plusieurs jeunes au milieu qui sont très forts, qui ont fait leur preuve en club, qui aussi sont en train de pousser en sélection. On pense notamment à Lamine Camara, on pense à Pape Matar Sarr qui s'est imposé durant cette trêve-là comme un maillot essentiel, mais aussi à Habib Diarra. Et d'autres encore sont en train de pousser, comme Pape Gueye aussi, qui est devenu un élément incontournable. Aujourd'hui, est-ce que Pape Thiaw, quel système doit-il adopter pour exploiter au mieux cette force-là qui est le milieu de terrain du Sénégal? Non, Pape Thiaw a du pain sur la planche, comme on dit. C'est un entraîneur aujourd'hui heureux parce qu'il a une panoplie de joueurs, surtout au milieu de terrain. Il peut jouer en 4-3-3, il peut jouer en 4-2-3-1, il peut... voilà, c'est modulable. Donc aujourd'hui, un joueur comme... comment il s'appelle de Strasbourg, qui a été à Strasbourg, Habib Diarra, il peut jouer à la place de Ghana comme il peut jouer en relayeur. Donc et pareil pour Lamine Camara, qui peut jouer devant la défense comme qui peut jouer aussi en offensif. Et voilà, Pape Matar Sarr pareil. Donc il a des joueurs assez modulables qui dans leur club jouent un peu partout, en milieu de terrain, en pointe haute ou bien en pointe basse. Donc c'est une chance pour l'entraîneur. Maintenant après, en fonction de l'équipe adverse, ce qu'il voudra. Est-ce qu'il va mettre son bloc haut pour
comment on dit, pour presser, ou bien qu'est-ce qu'il va mettre son bloc bas si tu joues peut-être contre le Maroc ou bien contre je ne sais quelle équipe, et puis déclencher les contrats après. Tout ça, c'est une chance, c'est des forces qu'un entraîneur voudrait avoir. Et Pape Thiaw, aujourd'hui, il a assez de chance pour... il a beaucoup de chance d'avoir ce genre de profil-là dans son équipe, parce que souvent, je pense qu'il a beaucoup de difficultés à faire de son équipe au milieu de terrain. C'est le chantier où vraiment, je pense qu'il a beaucoup de problèmes, parce que c'est des joueurs qui se valent tous, c'est des joueurs qui ont plus ou moins les mêmes niveaux. Donc après, tout dépend après maintenant de l'équipe adverse, ce qu'il va proposer, si c'est une pointe haute, une pointe basse, ou s'il faut aller déclencher le pressing, il faut faire le bloc sous box, ou bien il faut faire descendre le bloc. Donc tout ça, c'est à lui de voir, mais il a quand même du pain sur la planche d'avoir toute cette panoplie de joueurs intéressants qui peuvent, qui font les satisfactions déjà de leur club, et puis la satisfaction de l'équipe nationale. Quand on parle de compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, on pense au terrain, mais il y a aussi un aspect important qui est la logistique. On le sait, le Sénégal a changé de régime l'année dernière et on parle surtout de rationalisation des dépenses depuis quelque temps. Il y a aussi le changement à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Pape Lamine, vous qui avez couvert beaucoup de Coupes d'Afrique avec le Sénégal, pensez-vous qu'avec le changement de régime, le nouveau régime qui va vivre sa première CAN, ainsi que la nouvelle équipe de la fédération, est-ce que l'aspect logistique va suivre correctement? Est-ce que les Lions seront à la même enseigne que lors des dernières Coupes d'Afrique? Je pense que rien ne va changer. Peut-être on peut discuter sur la taille de la délégation, peut-être. Sur la taille de la délégation, est-ce qu'aujourd'hui, la tutelle va accepter une taille de 65 ou de 70 ou de 80? Même si... pour la taille officielle de la CAF, on nous impose une liste, le staff technique, les membres, les délégués de match, les délégués de CAF, qui tournent autour de 65. D'habitude, c'est arrêté à 65, les listes de la délégation sénégalaise. Après, souvent, il y a des gens des noms qui sont ajoutés jusqu'à arriver à 75, 76. Maintenant, est-ce que la tutelle va prendre en charge tout cet excédent? Ça, c'est une question qu'on se pose. Mais je pense que pour la taille officielle, qui est carrément la taille qui est homologuée, je n'y vois pas d'inconvénient. S'ils ne peuvent pas faire plus, ils ne doivent pas faire moins. Parce que l'équipe nationale, Oumar, vous savez qu'il n'y a que les sportifs qui ont l'honneur d'écouter l'hymne national, à part les présidents de la République. Il n'y a que les sportifs qui ont l'honneur d'écouter l'hymne, en fait, qui ont l'honneur qu'on joue l'hymne national pour eux, à part les présidents de la République. On n'est plus, actuellement, je parle même du sport dans le cadre général, le sport, ce n'est plus ludique. Ce n'est plus aller jouer, gagner, aller jouer, rapporter des choses, mais le sport, surtout le football maintenant, a une dimension géopolitique. Ça replace un pays dans la carte mondiale. Et que le Sénégal a un standing qu'on doit préserver. Et je suis heureux de voir notre premier déplacement en RDC, qu'on ait un vol privé. C'est très bien. Parce que j'avais des craintes comme vous. Quand on devait jouer nos 2 matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre, c'était en ordre dispersé. Je me suis dit, est-ce que ça va? Parce que même du temps de Aliou Cissé, du temps des anciens ministres, on regroupait tout le monde, même les Anglais venaient jusqu'en France, pour que, voilà, parce que Aliou voulait toujours maintenir la cohésion du groupe. Donc tout le monde se regroupait dans un endroit X, après destination Y. Mais quand on l'a fait durant les 2 rassemblements, je me suis dit, on attend de voir. Et je suis content de voir que les joueurs ont eu un vol privé pour aller disputer le match contre la RDC. Et ça ne doit pas, en fait, se dégrader, si je peux utiliser ce mot-là. Parce que tout simplement, pourquoi le Sénégal aujourd'hui a ces résultats-là? C'est parce que durant les Coupes d'Afrique, le Sénégal a toujours eu son propre hôtel. Le Sénégal ne partage pas son hôtel.
beaucoup de sélections, souvent les hôtels, elles les partagent. Mais le Sénégal a toujours eu son propre hôtel. J'espère que ça va continuer parce que ça permet de maîtriser même l'environnement de l'équipe nationale. Parce que dans une compétition, il est très important de maîtriser cet environnement-là parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des faits extérieurs qui perturbent la quiétude du groupe. Donc, il faut maîtriser cet environnement. L'autre chose, c'est que cette nouvelle équipe fédérale, mais ils ne sont pas novices. Donc, même quand je les entends, oui, on veut une nouvelle vision du football, rupture football, machin, alors qu'ils étaient dans le commerce depuis 15 ans. Donc, en fait, c'est la continuité de Augustin Senghor. En quelque sorte, ces gens-là étaient dans le football. Ils étaient dans le comité exécutif. Ils ont eu à faire de grandes compétitions avec l'ancienne équipe fédérale. Ils ont eu à gérer des matchs internationaux avec l'ancienne équipe fédérale. Donc, s'ils ne font pas de la continuité, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ils doivent rester dans la continuité parce qu'ils s'y connaissent déjà. Donc, je n'ai pas trop de crainte par rapport au changement d'équipe fédérale, au changement de régime, pour qu'il y ait un impact sur le standing de l'équipe nationale. Mais quoi qu'on dise, on a un standing. Et ce standing-là, il faut le préserver. Alassane, une question concernant l'organisation d'une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. On est en Coupe d'Afrique pour l'instant. Vous pensez qu'avec les changements qu'il y a eu au niveau de la tutelle, mais également au niveau de la fédération, et que ça puisse bouger, vous avez vécu ces changements-là, je pense, en tout cas vous avez vu l'équipe nationale se professionnaliser, entre guillemets. Quel sentiment vous avez par rapport à cela? Est-ce que cela vous inquiète ou pas du tout? Non, j'ose ne pas m'inquiéter parce qu'il faut que le témoin se passe de manière naturelle et que les gens qui sont aujourd'hui en charge de ça soient des gens professionnels dans ce secteur-là. Parce que, comme le disait Lamine, souvent ils ont été déjà dans le COMEX. Donc, qui ont déjà fait les grandes compétitions, soit la Coupe d'Afrique, soit la Coupe du Monde. Donc, il n'y a aucune crainte. Donc, voilà, je pense qu'il doit falloir juste se parfaire. On a vu le premier match, leur premier match contre le Soudan, où il y a eu beaucoup de problèmes sur la billetterie. Donc, ça, c'est des choses je dirais, qui peuvent arriver. Mais il doit falloir rapidement gommer, il doit falloir gérer tout ça, que les supporters qui arrivent pour voir le match du Sénégal soient dans de très bonnes conditions, que quand ils achètent leur ticket, qu'ils aient accès au stade, des choses comme ça. Mais je pense que j'ai écouté le président de la fédération qui dit qu'ils vont corriger. Donc j'ose croire que ça va être géré le plus rapidement possible. Parce qu'il y a une prochaine échéance, 2 prochaines échéances qui vont arriver le mois prochain. Donc ils auront 1 mois à rectifier, à gommer tout ça pour mettre les supporters dans de bonnes conditions. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est le désamour des supporters à leur équipe nationale. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis parti du stade peut-être à 10 minutes de la fin pour éviter les embouteillages parce que c'est infernal. Et en sortant du stade, j'ai vu les gens qui commençaient à rentrer au stade. Donc c'était pas très élégant et des gens qui avaient leur ticket souvent. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut régler. Rien ne va être parfait de suite. Forcément, c'est pas une équipe qui vont venir apprendre dans le tas, mais ça va. Il faut rapidement qu'on puisse corriger certaines failles. Aussi au niveau comme on dit, de la garde rapprochée des joueurs, ça aussi, ça a été un problème parce que moi, quand j'ai eu de loin, parce que j'étais au Sénégal, quand j'ai vu les joueurs s'attaquer, les supporters congolais s'attaquer aux joueurs à l'aéroport, ça aussi, c'est des choses qu'il faudra gérer parce qu'il faut protéger nos joueurs parce que dans ces moments-là, tout peut arriver, on les connaît un peu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réorganiser. Mais on a confiance à la nouvelle équipe dirigeante qui vont relever le niveau et qui vont ramener de la valeur ajoutée. Parce que le football sénégalais aujourd'hui, il est là. Voilà. Donc ceux qui sont en charge maintenant, il faut qu'ils le ramènent un peu plus loin. Donc, on attend ça d'eux et puis on a confiance que ça le fera, Inch'Allah.
Merci Alassane, merci Lamine. Nous voilà au terme de cette première pour le Soleil Digital. En ce qui concerne le sport, les prétextes, on l'a bien vu, c'était les 100 jours qui restaient d'ici le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'autre prétexte également, c'était le décryptage du match du Sénégal contre la République démocratique du Congo, où il a manqué énormément de verdure, parce que le stade était en pelouse synthétique. Cette verdure-là, on la retrouve ici au sein de Villa Racine, où il y a énormément de verdure, il y a énormément de fleurs, il y a énormément d'endroits qui sont magnifiques. Et la Villa Racine a mis à notre disposition ce cadre majestueux et nous les en remercions. Boubacar. Merci Moussa, merci à nos deux invités, Alassane Ndour et Pape Lamine Ndour. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis et merci pour cette première émission. Le Soleil Digital vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du programme concernant le ballon rond.